Bonjour à tous. Je suis super content d'être ici. J'espère que vous passez un bon début de conférence. Et aujourd'hui, on va parler de Kubernetes, de Bitcoin et de gens qui détournent des clusters Kubernetes pour en faire des Bitcoins. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Denis Germain. Je suis senior SRE, Site Reliability Engineer chez Deezer. Je tiens aussi un blog tech depuis plus de 10 ans dans lequel je vous ai mis le lien. Il y a les slides du talk qui sont disponibles dessus. Je mets beaucoup de liens, je source tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez plus d'infos sur des sujets en particulier. Pour vous situer un petit peu l'idée que j'avais en écrivant ce talk, j'ai fait une petite collecte un peu de tous les liens que j'ai pu trouver, de sites internet, de blog posts, de post-mortem, de gens qui se sont fait hacker leur Kubernetes et qui décrivent leur expérience, et de qu'est-ce qu'ils ont mal fait et de pourquoi ils se sont fait hacker. Et pour que ce soit un peu interactif, on va partir de ces expériences-là. Et ensuite, on va trouver ce qu'il faut faire pour ne pas reproduire leur expérience. Alors d'abord, je vais commencer quand même par un tout petit rappel. Est-ce que déjà, on peut peut-être poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont des Kubernetes en production ici? Ah, il y a du monde, il y a du monde. Cool, super cool. Donc je vais faire un très très bref récap. Bon, ça, cette slide chez moi, c'est 4 heures de formation, mais je pense que je vais me faire jeter si je vous la fais. Donc Docker, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un outil de gestion d'applications qui sont isolés avec des fonctionnalités qui sont incluses dans le kernel Linux. Et c'est aussi un magasin d'images binaires immutables qui vont vous permettre de faire tourner vos workloads. Et le problème, c'est que ça marche que sur une machine. Et donc quand on veut faire de la production, on va vouloir répartir les workloads sur plusieurs machines pour éviter des points de failure. Et donc, du coup, il y a une petite guéguerre entre qui allait gagner l'orchestrateur de conteneurs, et c'est Google qui a gagné avec un outil qui est inspiré d'un outil à eux interne, qui s'appelle donc Kubernetes, qui a été open sourcé, donné à la Linux Foundation, qui a fait un spin-off qui s'appelle la CNCF. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? C'est une grosse API qu'on peut appeler avec du YAML et qui abstrait de l'infrastructure. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ça, c'est la bonne question. L'histoire de l'informatique regorge d'exemples d'interfaces de management ouvertes sur Internet et qui ont tendance à se faire cibler par les cybercriminels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kubernetes, super idée. Donc, il y a les gens chez Tesla, ils se sont dit c'est génial, on va en mettre partout. Et puis, ils ont laissé le dashboard Kubernetes ouvert sur Internet sans mot de passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cybercriminels qui l'ont trouvé, qui ont récupéré des adresses de bucket S3 pour récupérer des données sensibles. Mais ce qui les a le plus intéressés, c'est simplement de faire tourner des crypto-miners sur les clusters Kubernetes pour récupérer des crypto-monnaies. Alors j'ai mis des bitcoins dans le titre de la conf, mais c'est plutôt du Monero, qui est plus difficilement traçable. Un autre exemple qui est assez intéressant, qui est plus récent pour le coup, c'est Kubeflow. Donc Kubeflow, c'est une autre interface de management qui est plus orientée machine learning. Donc c'est une interface qui va vous permettre de lancer vos workloads de machine learning. Et qui dit machine learning dit, pour accélérer le modèle d'apprentissage, utilisation de GPU. Et qui dit GPU dit minage beaucoup plus rapide de monnaie électronique. Donc du coup, même s'il y a beaucoup moins d'interfaces Kubeflow qui étaient disponibles sur Internet, les gains étaient bien plus importants et c'est pour ça qu'il y a un gang de cybercriminels qui a détourné des clusters Kube. Donc du coup, c'est un petit peu triste que je sois obligé de dire ça aujourd'hui, mais il ne faut pas ouvrir des interfaces de management sur Internet. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça, surtout pas sans mot de passe. Historiquement, avec Kubernetes, les cloud providers qui donnaient des Kubernetes managés avaient tendance à la mettre par défaut à disposition et maintenant ils la désactivent. Et si vous l'activez, ils vous disent attention, faites gaffe à ce que vous faites. Pour tout ce qui est gestion courante, moi ce que je vous conseille, c'est pas d'utiliser ces interfaces-là, c'est d'utiliser des interfaces locales si jamais vous ne voulez pas faire de la ligne de commande, ce que je peux comprendre tout à fait, même si moi je préfère. Je vous en ai cité 2 qui sont très très bien. Il y a Lens, un outil de Mirantis, et K9S, qui sont 2 interfaces qui sont très riches, qui vont vous améliorer et vous faciliter la gestion de l'infrastructure Kubernetes, et surtout qui seront lancées localement sur votre poste, et donc du coup vous serez beaucoup moins en danger. Pour tout ce qui est métrologie, si jamais vous voulez voir un petit peu ce qui se passe sur vos clusters, utilisez le couple Prometheus-Grafana, qui marche très très bien, ou éventuellement des outils tiers, la plupart sont propriétaires, donc je ne vais pas les citer ici.
Donc ça, c'était vraiment le conseil le plus basique, vraiment, voilà. Mais maintenant, c'est pas suffisant. Maintenant, Kubernetes commence à être un petit peu connu et les cybercriminels commencent à chercher des failles un petit peu plus évoluées, si je peux dire. Du coup, je vous ai fait une architecture vraiment très 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 simplifiée de qu'est-ce qu'est Kubernetes. Kubernetes, c'est grosso modo des serveurs qui vont faire tourner un control plane d'un côté et de l'autre des workers qui vont faire tourner vos workloads conteneurisés. Donc grosso modo, les composants qui vont nous intéresser ici, c'est d'un côté l'API server. Je vous expliquais tout à l'heure que Kubernetes, c'est ni plus ni moins qu'une grosse API pour abstraire de l'infra, pardon. Tout est stocké, donc tout l'état souhaité et l'état actuel est stocké dans une base de données clé-valeur distribuée qui s'appelle le TCD. On a un composant kubelet qui va aller demander à l'API server qu'est-ce que doit faire le server worker. Et on a notre Docker ou l'équivalent qui va exécuter les workloads. OK. Donc, là encore, pas d'API sur Internet. Ça, c'est tous ces composants que je vous ai cités, c'est des composants techniques. C'est des composants qui n'ont rien à faire sur Internet. Les API, elles sont disponibles juste pour que ces différents composants discutent entre eux, en fait. Donc il ne faut surtout pas exposer ça sur Internet. Et donc du coup, ça ne rate pas. Pour chacun de ces composants que je vous ai cités, j'ai réussi à trouver un article de littérature qui expliquait que des Docker Engine étaient exposés sur Internet sans sécurité, que etcd sur DigitalOcean avait permis de faire fuiter tout un tas d'infos parce que leur etcd n'était pas sécurisé. Et que la société Andy, qui avait un serveur, alors c'était pas le serveur de production, mais qui avait son kubelet exposé là encore sur Internet, s'était fait trouer. Donc là, vraiment, on reste dans la base de la base, mais ça arrive encore. Alors bien sûr, comme Kubernetes a vocation à être un outil qui est utilisé par plusieurs personnes, nécessairement, on va vouloir mettre en place un contrôle d'accès pour éviter que tout le monde soit admin dessus et fasse n'importe quoi. Donc, on peut le faire avec Kubernetes grâce au Role-Based Access Control, qui est maintenant la façon de faire par défaut de Kubernetes, qui va nous permettre en fait de définir un ensemble de droits particuliers sur certains types de ressources, d'en faire des rôles et d'affecter ces rôles à une ou plusieurs personnes. Ça va nous permettre d'appliquer le principe de moindre privilège, c'est-à-dire qu'une personne ou une application n'a le droit de faire que ce qu'elle est censée faire et rien de plus. Si jamais il y a un token ou des données d'authentification qui sont fuitées, eh bien, les attaquants seront restreints dans leur capacité à exploiter le cluster comme ils ont envie. Alors, comme tout logiciel, nécessairement, il y a aussi des failles de sécurité dans Kubernetes et dans tous les composants de conteneurisation en général. Août 2019, la CNCF, qui est l'organisme qui chapeaute Kubernetes, a commandé un audit du code. Ils ont sorti quelques failles qu'ils ont corrigées. Et dans la littérature, il me semble qu'il y a 6 ou 7 grosses CVE qui sont sorties, enfin plus ou moins grosses, sur Kubernetes. Les récentes et celles les plus marquantes, en 2018, il y avait une vraie faille sur l'API server qui permettait de réaliser des opérations sans être authentifié. Ça, c'était quand même assez embêtant. Une faille sur Runc, donc qui est Docker est une surcouche de Runc, qui permettait de sortir du conteneur, et on y reviendra pourquoi c'est un problème. Et une faille sur le Kubernetes Controller Manager en 2020, qui est un poil plus récente, mais qui est un peu moins grave. Il y en a d'autres. Donc, on a sécurisé notre plateforme, on a évité de mettre des interfaces sur Internet. C'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, le plus gros vecteur d'attaque sur votre Kubernetes, ça va être les workloads que vous allez faire tourner dessus, parce que ça va être une porte d'entrée sur vos clusters, comme n'importe quelle application finalement sur Internet. Il y a un gros mythe qu'il faut démystifier qui commence à pu être trop tenace, mais il faut quand même bien rappeler qu'un conteneur, ce n'est pas une VM. Ce n'est pas du tout une VM. Un conteneur, c'est ni plus ni moins qu'un processus qui est restreint dans les capacités qu'il peut faire et ce qu'il peut voir sur la machine, qui est restreint en termes de ressources, mais c'est un processus qui tourne sur la machine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a des gains importants en termes d'overhead par rapport à de la virtualisation, même si la virtualisation complète est aujourd'hui assez efficace. Mais on gagne quand même pas mal parce que justement, c'est ni plus ni moins que des processus qui tournent sur la machine directement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous lancez un conteneur qui lance lui-même un binaire qui est lancé en tant que route, ce même binaire est lancé en tant que route sur votre machine.
Donc si pour une raison ou pour une autre, l'attaquant prend la main sur le conteneur et ensuite dispose d'une faille qui lui permet de sortir du conteneur, on en a vu, il y en a eu une en 2019 avec Runcy, il est immédiatement root sur votre node, sur votre worker, et si c'est sur un control plane, il est root quoi, sur votre cluster. Donc là, game over directement. Alors, un des problèmes de Kubernetes et des conteneurs en général, c'est qu'en fait, il y a plein de cas où c'est difficile de se passer du compte root, et il y a certains workloads qu'il est difficile de lancer si on n'est pas root en fait. Par exemple, pour récupérer les logs, il y a des composants qui permettent de récupérer les logs de tous les conteneurs, mais si vous n'êtes pas root, vous ne pouvez pas aller lire les logs, qui sont des logs qui sont lisibles que par root, par exemple. Il y a d'autres cas. Et c'est typiquement ce qui est arrivé à une société qui s'appelle JW Player. Ils avaient un service de supervision qui s'appelle Wivscope, qui avait été créé avec les mauvais privilèges, donc avec des privilèges trop importants, et en plus il était accessible depuis Internet, hein, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une faille dans ce Wivscope, il y a des attaquants qui l'ont repéré, qui ont scanné Internet, qui ont trouvé qu'il y avait une faille, ils l'ont chopé. Ensuite, une fois qu'ils étaient dans le conteneur, ils ont vu qu'ils avaient des privilèges, ils ont récupéré la totalité du file system root et ils ont déposé un binaire qu'ils ont appelé GCC, mais qui était en fait un crypto-mineur de Monero, et ils l'ont lancé et ils ont miné du Bitcoin. Ça a duré 4 jours, pendant lesquels les serveurs étaient au taquet, et personne s'en est rendu compte chez JW Player. Donc pour éviter, si jamais vous voulez éviter que vos développeurs, vos utilisateurs internes de Kubernetes se mettent à lancer des workloads avec trop de privilèges, il existe des règles. Alors j'ai mis les pod security policy, juste après je vais dire qu'elles sont deprecated. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai mis pour l'exemple, c'est quand même assez facile à comprendre. On va pouvoir imposer en fait avec ce genre de mécanisme des règles sur notre cluster pour dire qu'on ne veut pas que les conteneurs soient lancés par exemple en tant que root, on ne veut pas qu'ils aient la capacité de faire de la privileged escalation. Donc c'est deprecated depuis la 1.21, on est en 1.22, ça disparaît en 1.25, autant dire qu'il faut arrêter de l'utiliser quoi. Mais il y a des composants heureusement qui permettent de remplacer et même faire plus de choses sur votre cluster, donc notamment OPA et Kyverno qui sont deux projets open source. On l'a vu dans l'exemple que je disais de JW Player, ils se retrouvaient avec des GCC qui tournaient et qui prenaient tout le CPU sur leur serveur. Et du coup, on peut se dire que c'est quand même étrange qu'il y ait du GCC qui tourne et qui prenne 100% du CPU. Il existe en fait des systèmes de détection d'intrusion pour Kubernetes aussi, qui font du scan en temps réel de tout ce qui tourne sur votre cluster. Soit c'est des systèmes souvent propriétaires qui utilisent souvent des modules Linux chargés côté kernel pour avoir des bonnes perfs. Mais la plupart des projets récents utilisent eBPF, qui sont en fait des programmes BPF qui tournent dans le kernel appelés depuis le userland et qui permettent de détecter les comportements anormaux de manière très très poussée et très efficace. On peut repérer des comportements anormaux à partir d'heuristiques. C'est assez costaud. Il y a deux projets qui proposent ça, il y a Cilium et il y a Falco. Les deux sont très bien. Et ça permet effectivement de détecter ce genre de comportement pas normal sur un cluster. Et bien sûr, le nerf de la guerre, ça va être, comme dans tout infra, de sécuriser les applications que vous déployez. Au même titre que quand on déploie des serveurs ou des VM, on va éviter de donner à l'attaquant des binaires qui vont lui être utiles. Ah non, je me suis auto-spoilé. On va essayer de garder le moins de composants et le moins de dépendances possible sur nos conteneurs, d'avoir les composants les plus à jour possibles, de ne pas ajouter des binaires utiles aux attaquants. Notamment, mettez pas ping, mettez pas traceroute, mettez pas GCC dans vos conteneurs, parce que ça va typiquement permettre à quelqu'un, un attaquant qui arrive sur votre plateforme, de rebuilder lui-même ses propres outils, de faire un peu d'exploration, et ça va faciliter les mouvements latéraux. Et surtout, pas de shell. Aujourd'hui, il y a beaucoup encore de conteneurs Docker qui contiennent un shell. Ça, c'est très embêtant parce que si on prend la main sur le conteneur, on a un shell et avec un shell, on peut faire beaucoup de choses. Même si on n'est pas root, même si on est limité, avec un shell, on peut faire énormément de choses. Donc, je vous ai envoyé plein d'infos dans la figure. On pourra en reparler après. On pourra en parler des heures. Je suis intéressable sur le sujet. Ma conclusion,
c'est que si vous n'avez pas besoin de Kubernetes, ne le déployez pas. Je pense que c'est assez clair, c'est suffisamment complexe. Si vous n'en avez pas l'utilité, ne l'utilisez pas. Par contre, moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises où il y avait vraiment un réel intérêt et un réel gain à utiliser ce type d'outils. Ça a permis d'accélérer le déploiement des applications. Les développeurs n'avaient plus peur de faire de l'infra. Donc, si jamais vous avez les équipes qui vont bien, si jamais vous avez les workloads qui vont bien, allez-y, franchement, foncez. Mais voilà, ne le faites pas si c'est pour déployer des pages statiques. Il y a beaucoup de choses, je crois que j'ai été assez clair là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses à sécuriser dans Kubernetes. J'ai une slide complète de la liste exhaustive des choses qu'il faut sécuriser, ça rentre pas sur une slide. C'est énorme, c'est un boulot quasiment à temps complet. Ce qui est très important, c'est qu'il va falloir former vos opérationnels, vos admins, mais il va falloir aussi former vos développeurs à utiliser correctement l'outil, à toutes les bonnes pratiques que je viens de citer, pour éviter que vos clusters se fassent trouver trop facilement. Sécuriser dès le début, alors ça c'est vrai, là encore, hein, c'est vrai pour tout projet informatique, mais c'est particulièrement vrai dans Kubernetes parce que si jamais vous avez donné les droits admin à tous les développeurs, si jamais vous avez ouvert tous les flux, si jamais vous avez déployé des conteneurs en tant que root, eh ben, au bout d'un an ou deux, quand il faudra tout resécuriser, vous allez ramer. Donc pensez la sécurité dès le début, mettez du role-based access dès le début, empêchez le déploiement de conteneurs root dès le début. Toutes ces choses-là, faites-le dès le début. Ça va vous ralentir le début, mais après, vous gagnerez un temps fou. Et tout devrait bien se passer après. Et c'est fini pour moi. Un grand merci à Denis. Est-ce que tu peux rester quelques minutes oui. pour répondre aux questions? Alors, si vous voulez poser des questions, je ne pensais pas qu'il y aurait du temps, mais allez-y, c'est avec grand plaisir. En fait, ça te dérange pas dehors. Si vous pouvez rester dehors, poser des questions, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Merci. Très intéressant. Cool, tant mieux.